Alors au travers de cette exposition, je dirais qu'on invite le visiteur à plusieurs voyages. On l'invite d'abord à un voyage à Lens, tout simplement. Un voyage dans un territoire et dans un paysage assez exceptionnels qui ont été dessinés par une épopée industrielle majeure qui a été l'extraction du charbon, en gros tout au long du 19e siècle et jusqu'à la fin du 20e siècle. Le Louvre-Lens, tout le monde ne le sait pas, mais il est installé sur un ancien puits de mine. C'est ici, sous nos pieds. Il n'y a pas une ancienne veine de charbon, il y a toujours la veine de charbon qui a cessé d'être exploitée depuis 1960, mais qui est bien sous nos pieds. Et donc, cette couleur noire nous paraissait, et m'a paru, moi, dès que j'ai pris ce merveilleux poste de la direction du Louvre-Lens, comme emblématique de cette histoire. Et ça a réveillé en moi quelque chose qui m'habite depuis mes toutes jeunes années d'histoire de l'art, qui est effectivement cette question de la couleur noire dans l'art. On a voulu partir de l'expérience du visiteur, l'expérience qu'il a du noir. C'est un parcours qui est très libre et qui se raconte comme une histoire, pas comme une histoire de l'art, comme une histoire d'expérience. C'est une exposition thématique. On a choisi d'aborder le noir par des grands thèmes, de mêler les époques pour ne pas intimider en quelque sorte nos visiteurs par une introduction, le noir au Moyen-Âge, le noir au XVIIe siècle, le noir au XIXe siècle, le noir au XXe siècle, pour citer quelques-unes des grandes stations de facto qui se révèlent, l'air de rien, de l'histoire du noir dans cette exposition. Alors on a voulu pour que le visiteur pénètre cette exposition et ses mystères, une entrée justement un petit peu énigmatique avec le tableau de Dorothy Napangardi, qui est une artiste aborigène australienne qui travaille depuis les années 1980. C'est une œuvre qui s'appelle On Salt on Minamina, où elle évoque en fait son territoire ancestral et où elle évoque à la fois le paysage réel de Minamina, une région de lacs salins qui laisse à la surface du désert des petits cristaux de sel, et la création mythique, un petit peu cartographiée en quelque sorte, ici radiographiée presque, ça évoque des rayons X, ces petits points hypnotiques, cartographier la chorégraphie de la création de ce territoire par des femmes ancêtres qui auraient engendré cette terre ancestrale en dansant en direction du soleil levant, en direction de l'Est. Alors on s'est intéressé dans la première section de l'exposition à la question de la sensation du noir et des moments où chacun dans nos vies ressent le noir. Ce noir évidemment qu'on rencontre d'abord quand on est privé de lumière, donc la nuit à laquelle la première section de l'exposition est consacrée, et puis des motifs plus complexes qu'on rencontre dans la nature de noir, les orages, ces événements atmosphériques qui plongent d'un seul coup en plein jour le visiteur et les paysages dans le noir. Et le motif particulier des eaux noires nous a beaucoup intéressé parce qu'il a beaucoup intéressé les artistes. On a choisi donc un trio d'œuvres derrière moi pour évoquer ça. Louis Bader avec le mythe d'Héro et Léandre devant le détroit des Dardanelles, plongé dans la nuit. Les deux amants habitaient de part et d'autre du détroit et se retrouvaient la nuit. Donc derrière cette eau noire, une des grandes figures aussi du noir qui est la figure amoureuse, l'étreinte nocturne, etc. Courbet, bien sûr, un des grands artistes du noir qui peint le ruisseau du Puy Noir, la brème de son enfance inlassablement. Il a consacré à ce sujet une quinzaine de représentations avec la façon de traiter le noir en empattement au couteau, de traiter un sujet là encore de transparence qui est celui de l'eau de manière opaque, quasiment cimentée, et puis avec aussi l'audace d'avoir la simplicité du sujet, le choix d'un sujet qui est étrange, c'est un trou en fait au pied des falaises qui va habiter le cœur du tableau, et puis vraiment le noir au centre, le noir au cœur, le noir comme centre d'intérêt artistique et iconographique dans cette œuvre. Et puis au centre, une pièce qui a été pour nous la mascotte, la lumière de notre confinement personnel, puisqu'elle était accrochée avant la fermeture de l'exposition pour confinement, et donc on l'a gardée pendant toute la période. C'est signé d'Alexander Harrison, c'est un peintre américain qui est originaire de Philadelphie, qui vient
vient en France à partir de la fin des années 1870, qui va travailler beaucoup avec l'école de Barbizon et plutôt spécialisée dans les peintures de marine. Et ici, on a une œuvre complètement à part dans son travail. Donc cette barque qui est comme posée sur une surface qui pourrait être d'eau, qui pourrait être quasiment de verre, posée devant un environnement dont on n'arrive pas à déceler si c'est une forêt plongée dans la nuit, si c'est peut-être tout simplement la Voie lactée. Et puis, à la proue de cette barque, une figure. Est-ce un homme, une femme, un enfant, on ne sait pas, éclairé sans doute par la lune, nu de dos, qui fait face à l'infini, tandis que plonge dans l'eau cette rame éclairée par la lumière la plus forte qui marque ce tableau. J'ajouterai quelque chose qui est très important pour moi, c'est que la lumière jaune qui éclaire cette rame répond à une autre lumière que je trouve l'exposition met beaucoup en valeur là, qui est celle de l'or du cadre. On ne regarde jamais assez les cadres. Notamment les cadres des collections françaises qui sont très exceptionnels. On est très conservateur en France, on a beaucoup conservé nos cadres. Le Louvre et le musée d'Orsay font pour moi partie des plus belles collections de cadres du monde. Et là, il a son cadre d'origine, donc ce sont des feuilles de laurier entrecroisées avec une bordure de feuilles de lierre tressées. Et il est particulièrement, je trouve, magnifique sur ce fond lui-même quasiment bleu nuit. Le noir est ce moment, a priori, où on est complètement privé de lumière, ou alors où une surface noire va absorber si complètement la lumière qu'on n'y verra plus rien. Pour faire apparaître le noir, l'artiste a recours donc à un apport de lumière, par exemple le clair de lune, et c'est ça qui permet de faire ressortir le noir. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans la réalité de notre vision, puisque le noir, en général, il est paradoxalement créé par la lumière. On a cette espèce de couple indissociable du noir et de la lumière. Il est créé par la lumière qui va éclairer, par exemple, assez fortement une partie d'un objet ou d'un visage, et du coup plonger l'autre, selon l'intensité de la lumière, paradoxalement, dans l'ombre, voire dans une ombre noire, dans le noir, ce qu'on appelle l'ombre propre. On a aussi la figure dite de l'ombre portée, où une lumière éclaire un objet si violemment que le fond devant lequel il est situé est marqué de l'ombre portée justement de cet objet. On a la figure du contre-jour, où là on est dans un dispositif encore un petit peu différent, puisque cette fois la lumière est derrière l'objet que regarde le visiteur, l'objet étant entre la source de lumière et l'observateur, et du coup cet objet va se découper dans une silhouette parfois quasi parfaite, dont on ne distingue plus du tout les reliefs, à contre-jour. Pour montrer ça, on a rassemblé un certain nombre d'œuvres, et en particulier ici derrière moi une simesse sur la question de l'ombre. On voit un autoportrait d'Odilon Redon avec la moitié de la face cachée dans le noir. On voit apparaître un artiste qu'on aime beaucoup, qui est assez présent dans cette exposition, qui est Théodule Ribaud, peintre de la deuxième moitié du XIXe siècle, un peintre inlassable du noir, très influencé notamment par les peintres napolitains ou par Ribera pendant sa période napolitaine, et qui va réexplorer cette peinture ténébriste. Et puis un tableau très intéressant, très spectaculaire, qui s'appelle Ombre portée. C'est un tableau de Émile Friant, ce peintre élève de Cabanel, maîtrisant parfaitement une technique académique, qui livre là une œuvre très originale. Un jeune couple visiblement en deuil, quelque chose se joue entre les deux personnages qu'on n'arrive pas totalement à identifier. Il est assis, presque agenouillé à ses pieds, elle détourne le regard d'un air très triste, ils sont tous les deux vêtus de noir ou presque noir, probablement en deuil. Une scène assez ordinaire, presque un petit peu mièvre par les sentiments exprimés. Les visages sont peints dans un réalisme quasiment photographique, mais surtout cette scène est transcendée, transfigurée, rendue presque inquiétante aussi par la projection de l'ombre portée des deux amants qui se dessinent en ombre quasiment menaçante au-dessus d'eux, et qui confère une dimension totalement différente à cette scène, qui permet d'ailleurs d'évoquer, et je pense que Friant l'a forcément fait exprès, le mythe de Dibutade, mythe de la création du dessin et de la peinture, avec ce potier de Corinthe dont la fille, déchirée à l'idée de voir s'éloigner son amant qui part en voyage, a tracé son profil, le profil de son ombre sur le mur, dont son père a constitué finalement ce qui est fois premier dessin, première peinture, aussi premier bas-relief de l'histoire de l'art rêvé.
que ce soit les poètes, les artistes, nos imaginaires aussi vont associer très souvent le noir, l'absence de lumière, à quelque chose de tapis, de présent, de menaçant, qui revêtira très souvent l'image d'un animal qui incarne voilà, ce qui fait peur. Alors autour de ce thème, cette espèce de bestiaire en fait de la peur du noir et du mal noir, on a regroupé un certain nombre d'œuvres dans toute la salle qui peuvent aller depuis ici du Maître des Anges Rebelles, la chute des Anges Rebelles, un magnifique panneau de bois qui a été transposé et qui représente sur un fond d'or, comment dire, à signification spirituelle, une opposition entre d'une part le monde de la lumière, dominé par Dieu, entouré de différents grades d'anges qui sont classés dans l'espace et dont tout le registre inférieur en fait représente la lutte entre les archanges et puis les anges rebelles qui tombent inexorablement à la fois combattus et poussés par les archanges vers la partie inférieure de cette œuvre qui est habitée d'un disque noir pur qui représente la Terre. Et puis d'autre part ici un ensemble de dessins et de gravures du 19e siècle, en particulier d'Odilon Redon et de Gustave Doré qui sont deux des artistes très présents dans la salle et qui ont évidemment énormément travaillé avec le noir. Odilon Redon pendant plusieurs décennies, en début de carrière, crée C'est Noir et ne travaille qu'avec du noir, avec ici cette œuvre que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Corbeau, avec cette figure de femme qui se détache d'un paysage extrêmement difficile à discerner puisqu'il s'agit à la fois d'une forêt et puis d'un motif de cathédrale inversée, vous voyez la voussure qui est à la fois un rayon de lumière. Odilon Redon a travaillé ici en mêlant deux techniques, le fusain et la pierre noire, pour obtenir des noirs d'une intensité absolue, mais travaille sur un motif, vous le verrez, extrêmement paradoxal, extrêmement subtil, puisqu'il parvient à créer une espèce de rayonnement noir qui vient de cette figure. Alors Le Corbeau, c'est le titre d'un poème d'Edgar Allan Poe, auquel la même année, en 1882, Odilon Redon avait consacré un volume entier d'illustrations, inspiré, très librement d'ailleurs d'Edgar Allan Poe. Ce dessin est inspiré là encore doublement de deux poèmes de Edgar Allan Poe et de la figure de Éléonora ou de Léonora, cette figure aimée disparue d'une part, cette jeune femme énigmatique au visage quasiment de sphinge tournée vers le côté, et puis au premier plan donc ce corbeau, The Raven, c'est un poème d'Edgar Allan Poe assez terrible où justement le narrateur dépassé de douleur s'est enfermé dans une maison d'avoir perdu son amour et toque au volet un corbeau qui va en fait se présenter comme recelant peut-être des clés, une solution au malheur du narrateur, qui va lui poser des questions et auxquelles le corbeau va répondre systématiquement jamais plus, jamais plus, jamais plus, jusqu'à finalement plonger dans la folie le poète. Alors on pénètre dans deux sections qui vont approfondir la question de la relation ambiguë mais très structurante entre la couleur noire et le sacré. Donc une petite étape nous permet de passer par l'Égypte antique. Le nom ancien de l'Égypte, Kemet, signifie la noire. Égypte antique où le noir n'est pas du tout un symbole associé au mal, à la saleté, mais au contraire un symbole de vie, un symbole de renaissance, un symbole de germination, puisque le limon du Nil, d'où vient toute vie, est noir lui-même. Et donc cette salle explore par exemple autour du couple de Isis et de Osiris, cette question du noir de vie et du noir associé à la vie d'après, à la résurrection, par exemple à travers une amulette d'embaumeur réalisée en obsidienne. Et puis dans cette seconde salle est explorée cette dimension du noir associée à la fois à la mort, à la résurrection, à la rédemption aussi, dans la tradition cette fois chrétienne, à travers notamment, vous le voyez ici, une simèse entière qui est consacrée aux différentes étapes de la passion, peinte par des artistes qui font dans ces œuvres la part belle au noir. Et j'attire particulièrement votre attention sur le Murillo. Murillo qui, pour peindre ce Christ à la colonne, s'est emparé
d'un miroir magique d'ailleurs, mais le savait-il, nous ne le savons pas, aztèque, miroir d'obsidienne sur lequel il a peint ce très rare cristal à colonne que le Louvre a bien voulu nous prêter. C'est une œuvre qui ne voyage pas. Et puis à côté, une crucifixion de Teniers peinte cette fois sur cuivre. Vous voyez que le noir est aussi associé à des matériaux, des supports originaux qui permettent d'obtenir des noirs plus profonds et surtout ici d'évoquer évidemment ce noir particulier de la crucifixion puisque une éclipse se produit au moment de la mort du Christ et donc le pays est plongé entièrement dans les ténèbres. Et puis sur l'autre simèse ici, une figure particulière de ce noir spirituel qui est celui de la vanité, de la nature morte. Donc là encore un noir de vie, de mort, de résurrection qui est rappelé notamment à travers les très belles natures mortes de Champaigne, mais aussi de Ribot, puisqu'on a considéré que c'était une vanité que ce gigot qu'il a peint donc à la fin du 19e siècle. Et puis enfin, derrière moi, peut-être qui structure la salle, deux œuvres dans l'alignement de cette étrange barque des morts de Nash qui est dans la salle précédente, un transi prêté par le musée d'Arras, ce moment au Moyen-Âge où donc c'est pas un gisant, hein, c'est un transi, c'est pas tout à fait la même figure, on a tendance à les confondre, et le transi représente un corps en état avancé de décomposition, représente véritablement la mort physique, associée toutefois, c'est doublement d'ailleurs intéressant puisque ici ce mort était médecin lui-même et un phylactère sort de sa bouche où il confirme sa foi et son espérance dans une vie future alors que les vers sortent grouillant de son cadavre. C'est une œuvre extrêmement forte sur cette question de la mort. Et puis au fond de la salle, cette Pietà extraordinaire d'Hippolyte Flandrin, très différente de la production habituelle de cet élève d'Ingres au néoclassicisme brillant et précis, dirais-je. C'est une œuvre qui n'a sans doute pas été achevée. On y est très frappé par ce Christ roux couché au premier plan. Il est d'ailleurs couché quasiment au niveau de l'œil du spectateur. Et il est surmonté d'une figure fantomatique, sans visage. On identifie bien sûr un sujet immédiatement de Pietà, c'est la Vierge qui est près de son fils. Elle n'a pas de face, elle est entièrement voilée de noir, sa silhouette se découpe et pourtant c'est pas un contre-jour. Sur un fond de crépuscule, on devine à peine le piétement de la croix et vous êtes face à une œuvre sur laquelle on s'est beaucoup interrogé, est-ce que l'artiste l'a fini, pas fini. Ce qui est sûr c'est qu'elle n'a jamais été vendue, elle est restée dans la famille d'Hippolyte Flandrin pendant plusieurs générations avant d'être donnée au musée des Beaux-Arts de Lyon et la peinture de cette œuvre correspond à la date du décès de son frère et c'est probablement ce qui explique l'émotion, l'étrangeté aussi et peut-être l'incapacité finalement à terminer l'œuvre dont témoigne ce très très beau travail. Donc après cette exploration des dimensions spirituelles, sacrées du noir, le visiteur découvre deux salles qui sont consacrées aux codes du noir, aux codes sociaux du noir et notamment aux codes vestimentaires du noir, avec d'abord dans l'Europe des XVI et XVIIe siècles un usage particulier du noir qui a été double en fait, catholique, protestant, lié quand même très fortement à une diabolisation des couleurs vives, des couleurs voyantes, à la fois par la contre-réforme et par le protestantisme, et à l'apparition donc d'un noir qui serait un noir d'austérité. Et pour autant, ce noir en réalité coûte très cher à produire et très compliqué d'obtenir un beau noir en teinturerie. Et du coup, le noir, le drap noir, c'est un produit de luxe. Et donc, on a ce paradoxe, notamment dans l'Europe du Nord protestante, du luxe austère, que représente donc un très grand tableau de Piquenoy qui a été prêté par le musée d'histoire de la ville d'Amsterdam et qui représente les régents d'une maison de redressement, tout en noir avec leurs fraises blanches, dans voilà, une composition très contrastée, très belle, très décorative, mais qui ne laisse aucun doute sur le paradoxe en question. Le noir ensuite va devenir, alors pas aussitôt qu'on le croit et pas aussi systématiquement qu'on le croit d'ailleurs, une couleur du deuil dans l'Europe occidentale. Et puis petit à petit, c'est en fait qu'à partir du 19e siècle que le noir devient véritablement cette couleur du deuil en France. Deuil d'ailleurs qui est réglementé, qui dès la fin du 18e est limité à une durée de 3 mois, donc on porte le deuil. Et dans cette seconde salle, on va évoquer le noir au 19 et au 20e siècle, à travers sa dimension évidemment liée effectivement au deuil, un très grand tableau à nouveau de
d'Émile Friant qui s'appelle La douleur et qui représente ces femmes toutes en noir à l'occasion de ce qui est sans doute une allégorie en vérité du deuil que représente la perte de l'Alsace-Lorraine. Et puis un noir qui petit à petit, toujours couleur du deuil, mais va devenir aussi une couleur de l'élégance, une couleur du luxe, une couleur paradoxalement de la féminité. Alors il faut savoir que ce sont des périodes où il y a des guerres fréquentes, les femmes portent très fréquemment le deuil, mais elles le portent de plus en plus élégamment. On a notamment dans cette salle un vis-à-vis de 2 femmes peintres, 2 femmes en deuil, toutes les deux dépeintes, l'une par son grand ami Édouard Manès et Berthe Morisot, ici en deuil de son père en 1874, et à côté Pauline Croisette, qui est l'épouse de Carolus Durand. 2 portraits de femmes absolument magnifiques qui permettent d'évoquer cette question du deuil, qui permettent aussi surtout d'évoquer, notamment chez Manet, la question de la modernité. La grande modernité de Manet, c'est le noir pour moi. Donc c'est la fin de l'ombre colorée, c'est la fin du clair-obscur fondé sur des dégradés au profit de juxtaposition de noir pur et de couleurs claires qui crée, contrairement à ce qu'il a été pensé pendant des siècles auparavant, un effet de réalisme et de réalité extrêmement accentué. Il y a quelque chose de très fort aussi dans ce tableau, on ne comprend pas exactement ce qui se passe, le cadrage est très moderne, elle est cadrée en buste, elle regarde ailleurs, elle a l'air extrêmement songeur, elle tient négligemment dans sa main à l'envers un éventail qu'elle laisse en quelque sorte pendre au premier plan. Elle est ailleurs, elle a vécu à l'Espagnol, influence de l'Espagne toujours évidemment quand on parle du noir très importante, avec un petit collier ras de cou et puis cette robe de dentelle noire, quelque chose d'extrêmement mélancolique. Alors en fait elle est en deuil de son père, elle s'apprête aussi à épouser le frère d'Édouard Manet, quelques mois plus tard. De quel deuil s'agit-il ici, on ne le sait pas bien, quelque chose à la fois très fort, assez violent et très mélancolique dans ce tableau. Et puis, au fond de cette salle, une œuvre assez magnifique qui fait un pendant au grand portrait de Carolus Durand, qui s'appelle L'Énigme, qui est signé par Alfred Agache. Alors, je me permets une toute petite parenthèse, c'est que pour cette exposition, les prêts des musées, et notamment des musées de région, étaient très importants. Il y a bien sûr les musées nationaux qui ont été au rendez-vous, avec des prêts exceptionnels du Louvre, bien sûr, du Musée national d'art moderne, qui nous a prêté des chefs-d'œuvre absolus. Il y a des prêts de toute l'Europe. Je ne peux pas vous dire du monde entier puisque le Covid a interrompu notamment les prêts américains, mais il y a des prêts de musées de région et de musées de la région où nous nous trouvons qui sont très importants. Et il y a en filigrane aussi, parce que c'est aussi la mission du Louvre-Lens, de temps en temps un clin d'œil ici ou là aux grands artistes de la région où on est installé, du Nord-Pas-de-Calais et des Hauts-de-France, avec ici justement Carolus Durand comme Alfred Agache, on le dit pas, ce sont 2 Lillois. Et en plus Alfred Agache, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il a dirigé pendant quelques années le Palais des Beaux-Arts de Lille. Donc en plus c'est un conservateur. Mais c'est surtout un peintre magnifique dont l'œuvre a parfois été rapprochée du symbolisme, en tout cas elle est éminemment symboliste. Il peint ces figures de femmes revêtues souvent de costumes très énigmatiques qui n'ont rien à voir avec la mode de son temps, costumes qui semblent peut-être lui-même coudre parfois dans des tapis, parfois. Alors il faut savoir qu'il venait d'une famille de filateurs, il venait du textile, Alfred Agache, ça se sent dans son travail. Il a voyagé aussi en Égypte et assez probablement ici on a en filigrane un portrait ou un souvenir de l'Égypte à travers cette femme qui vient de tomber le masque, ce qu'elle tient dans la main, c'est un masque qu'elle vient d'ôter mais qui finalement ne donne accès qu'à un autre masque, celui du visage fermé sur son mystère de cette femme qui regarde ailleurs à l'intérieur d'elle-même, qui détourne aussi la tête. Elle est debout sur quelques gradins qui ne donnent accès là encore qu'à un mur qui n'ouvre sur rien, ce mur rouge qui comporte juste en haut à gauche une figure en forme de cartouche égyptien de faucon. Alors est-ce qu'on a affaire ici à nouveau à une figure d'Isis? C'est une hypothèse. Vous savez que Isis portait un manteau noir qui a été décrit d'ailleurs par Apulée de manière absolument somptueuse. Ce manteau qui était à la fois noir mat et noir éclatant, ce manteau de lumière en quelque sorte. L'allusion égyptienne peut peut-être nous conduire sur cette piste-là. Les fleurs de pavot qui symbolisent l'oubli rajoutent encore à cette ambiance très mystérieuse. C'est un des très grands tableaux du noir à la fin du 19e siècle et on est très heureux que le musée des Beaux-Arts de Rouen nous l'ait prêté.
Alors dans cette partie-ci de l'exposition, on va parler de la puissance et l'intérêt plastique du noir, ce qui permet de faire. Et finalement, la capacité du noir d'absorber toute la lumière, c'est aussi pour le peintre la possibilité d'avoir un fond en aplat, par exemple, sur lequel il va pouvoir détacher les objets. C'est la capacité pour cette surface noire de découper cet objet de manière parfois particulièrement forte. On le voit ici avec deux portraits du XVIe siècle, par exemple, en forme de profil de médaille qui vous montre cette mode renaissance du profil sur fond parfaitement noir. Et puis plus loin encore, la possibilité justement à la fois de découper des objets sur du noir ou dans du noir et de découper des objets qui eux-mêmes soient noirs, objets qui vont du coup revêtir une platitude, une absence de troisième dimension revendiquée. Ce portrait de Botticelli, ce portrait de jeune homme où le jeune homme est vêtu d'un pourpoint noir assez à la mode à l'époque, qui est marqué comment dire, d'échancrures qu'on appelle des crevés, du coup permettent à l'artiste de découper un motif qui est, vous voyez, quasiment abstrait. On sent là une joie de la découpe de la couleur qui est finalement extrêmement proche de celle qu'éprouve sans doute Matisse, donc ces crevés blancs et cette encolure colorée rouge, blanche et or qui sont parfaitement découpés par ce pourpoint noir et qui nous amène finalement à une espèce de trouble de la perception de cette peinture en comparaison avec ce visage par contre au volume extrêmement finement défini qui lui-même se détache sur un ciel quasiment sans profondeur. Le noir est souvent vécu comme une couleur, une non-couleur. Une couleur qui soit une non-couleur, une couleur d'absence de couleur, une couleur, on l'a vu d'ailleurs tout au long de l'histoire, investie aussi de valeurs justement parfois de sobriété, d'austérité, d'économie de moyens, qui vont évidemment particulièrement stimuler les artistes qui cherchent un nouveau modèle pictural au début du XXe siècle. Et donc dans cette salle, on va retrouver un petit peu ces aventures, parfois vraiment radicales, auxquelles le noir va inviter les artistes. Même si on va découvrir à travers un petit volume alchimique du XVIe siècle que il y a bien longtemps déjà on a eu l'idée, c'est Robert Fludd qui crée ce premier carré noir de l'histoire pour représenter l'infini et pour représenter l'univers, et sic infinitum et ainsi de suite jusqu'à l'infini, en représentant simplement et en faisant imprimer un simple carré noir. C'est particulièrement au XXe siècle qu'on va explorer justement cette capacité du noir d'absorber, on le disait, toute lumière, donc toute capacité de représenter finalement quelque chose qui existe et ça va conduire très naturellement à la recherche d'une peinture qui ne soit plus une peinture figurative. Donc le noir c'est l'acteur par excellence de la naissance de l'abstraction. Le Musée national d'art moderne nous a prêté la croix de Malevich qui est évidemment une icône absolue de l'art moderne, une des toutes premières peintures abstraites de l'histoire de l'art, 1915. Ce que j'aime beaucoup en montrant ces peintures, pas seulement en parlant, en permettant aux visiteurs de les découvrir ici, c'est que quand on les voit, on se rend compte tout de suite que c'est bien de peinture qu'il s'agit. C'est pas de fin de la peinture, c'est explorer plus avant la puissance de la peinture, avec une économie de moyens qui permet finalement d'aller au cœur de la peinture. Donc la croix noire, quand on la regarde bien, c'est pas une croix parfaite sur un fond blanc, c'est pas du tout ça. C'est comme si le carré, d'ailleurs que Malevich crée à la même date, le carré noir, générait en quelque sorte cette croix dont des branches pousseraient de manière pas si symétrique, pas si régulière, elles vont pas jusqu'au bout. Quand on regarde l'œuvre, il y a une touche, il y a une matière, quand on invente l'abstraction, on invente une nouvelle peinture mais qui est finalement profondément pas moins jouissive, pas moins sensible que la peinture qui l'a précédée et on est très heureux de pouvoir le montrer justement de manière sensible dans l'exposition. Et puis derrière moi, le Platon de Ribera qui a été prêté par le musée de Picardie à Amiens. Et je le remercie parce que le musée de Picardie, il faut le savoir, a été magnifiquement rénové. Il vient de rouvrir et il s'est privé pour notre exposition de ce chef-d'œuvre de ses collections. Et je tiens à remercier la directrice Laure Dallon de ce très beau cadeau. On était attachés à présenter cette œuvre où vous le voyez, je dirais les 9/10 et même plus du tableau sont peints en noir ou presque noir, à peine décelables les uns des autres, dont émerge finalement à la faveur d'une lumière assez violente, à la fois la tête, les mains, les livres du philosophe, une espèce de figure de la peinture, figure de la pensée aussi assez magnifique qu'offre ce tableau.
sont 2 grands formats de Pierre Soulages qui marquent la fin de l'exposition. On a voulu terminer l'exposition donc sur l'aspect éclatant, fascinant, extrêmement brillant de ces contrastes qui non seulement constituent une expérience très forte, mais en plus pour moi un signe d'espoir à ne jamais oublier dans la vie. Cette exposition, d'abord, c'est une exposition 100% Louvre-Lens avec au commissariat auprès de moi-même Luc Pirala, qui est conservateur au musée, qui est mon adjoint, et Juliette Guéprat, qui est directrice de la stratégie et historienne d'art. Donc on était tous les 3 commissaires de l'exposition. La scénographie a été signée en interne, l'équipe de régie, enfin comme d'habitude, voilà, était également notre équipe interne. Et donc ça a été vraiment une aventure collective qui a été formidable et assez facile finalement jusqu'au montage où jour après jour les pays fermaient leurs frontières et les prêts tombaient, c'est-à-dire on nous appelait, alors parfois on nous appelait la veille au soir pour nous dire c'est bon, le camion est chargé, ça part demain matin, et le lendemain matin on avait les collègues éplorés qui disaient on est désolé, les camions ne partent plus, notamment nos collègues du Prado qui devaient prêter un certain nombre de tableaux, notamment de Velázquez pour l'exposition. Et donc c'était une exposition qu'on a dû reconfigurer en live, voilà, une expérience d'agilité, comme on dit en ce moment, très particulière. Pour moi ça a été un moment assez génial, c'était vraiment une espèce de moment de preuve, si vous voulez, que l'exposition tenait, c'est qu'on a réussi. Il y a des tableaux qu'on a pu déplacer, il y a des tableaux qu'on a pu recomposer, il y a aussi eu des gestes dès ce moment-là de solidarité assez formidables de collègues de la région qui nous ont prêté des tableaux un peu au pied levé pour remplacer d'autres tableaux qui venaient de musées étrangers qu'on n'avait plus. Donc voilà, un montage très particulier où on a assez rapidement commencé à comprendre qu'on n'allait pas malheureusement peut-être aller jusqu'au bout. Et ensuite on a confiné l'exposition. Confiner l'exposition, ça veut dire d'abord s'arrêter en cours de route, remettre en caisse et en réserve ce qui n'avait pas encore été accroché. Ça veut dire décrocher des choses qui avaient déjà été accrochées pour les mettre en sécurité dans les réserves, soit à l'abri de la lumière, soit à l'horizontale, pour certaines pièces qu'il ne faut pas présenter trop longtemps à la verticale. Et puis ensuite, ça a voulu dire pour nous, assez vite, comment on fait vivre cette expo. On a tellement travaillé, on ne savait pas quand le confinement allait prendre fin. Donc on a fait un petit peu comme vous, on a fait des blogs, on a fait des podcasts, et on est rentré assez vite à nouveau en contact avec notre public, avec notamment un blog qui s'appelait le Louvre-Lens chez vous, des médiateurs qui donnaient plein d'astuces à toutes les personnes qui étaient confinées chez elles, soit pour faire des choses elles-mêmes, apprendre, faire des choses avec les mains. Je pense que pendant cette période c'est assez intéressant pour beaucoup de monde, et puis faire des choses avec les enfants, ce qui était un petit peu la problématique de beaucoup d'entre nous au musée et de beaucoup de nos visiteurs. Ensuite, il a fallu penser à la réouverture. Il y a 2 moments où le musée, on a senti que le cœur non seulement continuait mais recommençait à battre très fort. La mise en place de ce blog des médiateurs, c'est des choses qui sont venues de l'équipe elle-même, c'est très important de le dire, le manque du public qui a vraiment au bout de 2-3 jours une espèce de refus, de révolte qui a été transcrite dans l'action avec des moyens vraiment extrêmement simples. Et puis un deuxième moment où on s'est dit on va travailler à la réouverture et on va demander une dérogation pour ouvrir. Donc vous savez qu'on parlait de grands musées, de petits musées à l'époque, qui étaient grands, qui étaient petits, on ne savait pas trop. On se rendait bien compte que tout le monde pensait qu'ici on était grand. Moi, à ce moment-là, j'aurais bien aimé être petit pour pouvoir rouvrir vite. On s'est dit on va demander une dérogation au préfet. Donc on a travaillé, on a monté un dossier et on a pu rouvrir très vite. Alors, au moment où, très honnêtement, de toute manière, on aurait été autorisé à rouvrir sans dérogation, mais du coup on était prêts. On était prêts, on a réfléchi à ce qu'offraient nos espaces en matière de sécurité, de circulation. On a créé quelques contraintes sur la circulation des visiteurs, mais dans des espaces qui ici sont évidemment de nature par définition à respirer et à être sécurisés. On a réinventé la médiation.
hein, avec des dispositifs, je les évoquais, cette hotline. Les médiateurs sont aussi équipés d'une espèce d'étalon en forme de statue égyptienne, mais qui permettent de matérialiser, notamment pour les groupes d'enfants, en toute sympathie, la distance barrière. On a créé une espèce de rond-point à ce moment-là dans le hall qui articulait la circulation en sens unique, on n'entrait pas par où on ressortait, qui s'articulait autour du terril de Stéphane Tidet. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette œuvre, on en a profité pour mettre une œuvre au lieu de faire de la circulation quasi routière. Et le jour de l'ouverture, le public faisait la queue devant le musée. Et rentré, on avait créé une période de gratuité pour qu'il n'y ait pas de manipulation en caisse. Et donc rentré a pris cette circulation et les gens sont entrés dans la galerie du temps et c'était comme s'ils prenaient un bain d'art, un bain d'œuvre. Il y avait quelque chose d'absolument magique, très très touchant dans ce moment-là. Il y avait aussi, je me rappelle, un supporter de l'équipe de foot de Lens qui avait amené sa mascotte, qui photographiait devant toutes les œuvres. Il y avait des enfants, il y avait très curieusement 3 jeunes femmes asiatiques. Enfin voilà, c'est un moment totalement incroyable. Et puis la semaine d'après, on a ouvert Soleil Noir. Écoutez, cet été, on a eu 1000 personnes par jour. Voilà, les gens, vous le sentez, sont calmes, heureux d'être là. C'est une manière un petit peu différente de vivre l'aventure avec le public, puisqu'on a des jauges qu'on a baissées. Hein. C'est un peu particulier, d'habitude on cherche à avoir le plus de monde possible. Là, on ne cherche pas à avoir le moins de monde possible, mais on cherche à avoir un flux contrôlé de visiteurs pour une qualité de visite et de risque satisfaisante. Et moi je suis très touchée de voir les gens dans le musée qui viennent, qui sont heureux d'être là. Il y a un aspect presque de renaissance qui me touche professionnellement et personnellement très profondément, qui nous rappelle voilà, le besoin de beauté, le besoin d'art. C'est des choses qu'on a beaucoup exprimées pendant le confinement, avec parfois une certaine colère, parce que ça vous fait drôle quand on vous explique que vous n'êtes pas un lieu indispensable à la vie de la nation. C'est pas tout à fait ça qui a été dit, bien sûr. Hein. Mais voilà, le public a prouvé le contraire en revenant très vite. Et puis enfin, on a maintenu notre saison parc en fête, d'autant plus que c'est là dans le parc qui fait 7 fois 20 hectares, donc encore plus grand que les dizaines de milliers de mètres carrés de l'intérieur du musée lui-même. C'est des saisons d'habitude qu'on fait pour les habitants qui partent pas beaucoup en vacances ici dans le secteur, donc plutôt des activités sportives habituellement. Là on a axé toute cette saison sur le bien-être, une forme de guérison ou de soin, en tout cas après une période qui a été un petit peu éprouvante. Donc des œuvres d'art plastique installés dans tout le parc, des petits espaces de contemplation, de poésie, qui répondent d'ailleurs à la présence de la poésie dans cette exposition, hein, qui est très forte, notamment à travers des citations. Et là encore, on a des milliers de personnes qui sont venues profiter du parc cet été.